Et voilà, quel accueil, Jean-Marie. Oui, dis donc, merci. C'est le fibre et impatient que vous retrouvez, Jean-Marie. Oui, moi aussi, j'attendais ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va discuter un petit peu, d'accord. parler, converser. Tu as des sujets de conversation? Oui, on en a quelques-uns, je pense. Et peut-être à commencer par les femmes. Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup nous intéressé. D'abord, bienvenue ici à vous, Jean-Marie. Merci de nous rejoindre à Toulouse, une ville que vous connaissez bien, cette ville rose. On aura l'occasion d'en reparler, notamment le Théâtre des Chevaliers, la Comédie de Toulouse qui vous accueille. Et on vous retrouve ici, Jean-Marie, pour le rodage d'un tout nouveau spectacle, Nous les femmes. Et je pense déjà pouvoir poser la question que tout le monde se pose. Jean-Marie Bigard, qui parle de femmes, c'est pas forcément le premier sujet auquel on aurait pensé. Non, Jean-Marie Bigard qui est une femme. Oui, c'est d'autant plus. Je vais laisser... Je suis une femme et je te garantis que les hommes en prennent plein la gueule, et moi le premier. Je me fais détruire par cette femme aussi, tu vois. J'utilise la même truculence, si tu veux, mais en passant du côté des femmes, en prenant la défense des femmes. C'était trop tentant. C'est un copain à moi, à l'île Vardar, qui est à Paris, qui a le palace à Paris. Il se réveille un matin, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, il me dit écoute, j'ai pensé pour ton prochain spectacle, je n'avais pas encore éventuellement de thème, tu vois. Il me dit tu devrais faire un gigantesque pardon aux femmes. Et je lui dis non, je ne vais pas faire ça, je vais être une femme. Et du coup, voilà, j'ai appelé Pascal Bordel, il m'a fait un très joli costume. J'ai des rondeurs, oui, ne rigole pas. J'ai des rondeurs magnifiques, que les hommes reluquent d'ailleurs, pas mal. Et je suis sûr que dans la salle, il y en a qui doivent se dire, tiens, ça doit être sympa d'avoir un truc comme ça au bout de la bite, j'imagine. Et je les calme tout de suite. Hein, et là, je passe en revue absolument tout ce que les femmes peuvent reprocher aux hommes. Dans la salle, c'est trop mignon, je vois plein de femmes qui caressent leur mari, tu sais, en disant, tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis, elle aussi elle le dit, tu vois. Donc c'est un pur bonheur pour moi, cette idée, et puis de faire cette première partie donc en femme. C'est comme ça que se décompose le spectacle, je vous laissais la primeur de nous l'annoncer. Vous êtes vraiment déguisé en femme. Oui, tout à fait. J'ai un faux corps magnifique et voilà, je fais la première partie. Je dis aux gens, je sais, vous êtes venus voir Jean-Marie, mais il arrive, hein, il est là. Et puis elle ne me ménage pas. Et je vois toutes les femmes dans la salle qui hochent la tête comme ça, comme les chiens à l'arrière de l'agneau, tu sais, sur la plage arrière, ils font oui, c'est un bonheur. Est-ce qu'on a le droit de dire que cette femme est de caractère? Pour avoir eu la chance de la voir hier soir, c'est une femme vraiment qui vous ressemble un petit peu aussi. Oui, on sent qu'elle a son petit caractère, hein. D'ailleurs, elle arrive, elle a son sac à main et tout, elle n'y connaît rien, c'est son premier one-woman show, hein, donc elle est sans gêne absolue. Son téléphone sonne, tu vois, et elle regarde, et elle dit « Oh, c'est Jean-Marie, il est trop mignon, il me met merde. » Et après elle dit « Attendez, c'est pas fini. Putain de merde, éteins ton portable, connasse. » Bon, alors, là, elle pose son téléphone, et elle refuse évidemment de l'éteindre. Elle dit « Moi, je suis une femme, je ne sais pas comment ils font les autres, mais... » Et elle va recevoir comme ça des coups de fil de sa nièce, de sa maman qui est très vieille, et elle va nous raconter, évidemment, un petit peu sa vie. Et elle est très mignonne, on l'adore, elle est sans pitié avec les mecs et ça fait du bien. Il y a un élément déclencheur, est-ce qu'on peut le dire, de vouloir passer de l'autre côté du miroir, devenir une femme. Il y a la paternité aussi. Bien sûr, c'est pour ça que j'enchaîne avec ça, parce que ma paternité m'a énormément rapproché des femmes. Et en bon papa moderne que je suis, hein, je m'adresse aux hommes là, ça va leur rappeler des souvenirs, mais on est un bien meilleur papa, je suis sûr. Moi j'ai été donc papa pour la deuxième et troisième fois à 58 ans, un peu plus. On est un bien meilleur papa à cet âge-là qu'il y a 20 ans, et puis je sais absolument tout faire avec mes enfants, donc je suis vraiment papa et maman, tu vois. Donc ça aussi, ça a contribué vraiment à vouloir ça, être une femme. Vous célébrez vos 30 ans de carrière,
carrière immense, formidable, sur laquelle on pourra revenir un petit peu, faire une petite digression tout à l'heure. Est-ce que incarner une femme, justement, prendre la peau d'une femme physiquement avec un costume, c'est aussi un nouveau défi en tant qu'acteur et comédien que vous êtes aussi? Est-ce que c'est un nouveau jeu, une nouvelle forme de Jean-Marie Bigard? Oui, et puis ce personnage m'habite, j'allais dire, c'est pas une vulgarité, mais de plus en plus. Et je suis content d'être cette femme, les gens aussi sont contents. C'est vrai, c'est un vrai challenge. Je me suis dit, c'est un peu casse-gueule, tu vois, entre passer pour un con ou juste un peu grotesque et tout, et en fait, j'échappe à tout ça. On est tous d'accord que pendant ces 35 ou 40 minutes de départ, eh bien, je suis cette femme. Justement, pendant la période de rodage un petit peu, qui doit sans doute être une période particulière pour un humoriste, parce que vous êtes en train de présenter le spectacle dans une salle qui est petite certes, mais qui est magnifique. Oui, tout à fait, mais le rodage est extrêmement important. Je le pratique tout le temps. Là, je vais faire à peu près 28 dates. Et on ne soupçonne pas la montagne de travail qu'il y a à faire pour couper ce qui n'est pas bien, éliminer carrément un truc. En fait, tu vois, c'est comme si, pour chaque spectacle, c'est comme si j'arrivais avec une nouvelle guitare, tu vois, mais pas accordée du tout, et c'est le public qui accorde cette guitare. En fait, ça glisse un peu. Oui, ça peut arriver, hein, de temps en temps, je dérape un peu, et donc comme c'est le public qui valide, en fait, c'est lui en dernier recours, c'est le dernier juge. C'est le public qui décide que ça va rester, ça va partir, et puis après on va tout resserrer. Et c'est un travail colossal et en même temps très très joyeux parce qu'il faut parfois se couper un bras. Toi, tous les sketchs que j'ai faits, que j'ai présentés hier soir, ils marchent tous vachement bien, mais je vais être obligé d'en virer un la semaine prochaine. J'en ai déjà viré 2 la semaine dernière. Et voilà, et petit à petit, le spectacle va se resserrer, et puis il va regonfler comme un gâteau dans le four, et puis il va en retirer encore un bout, il va regonfler jusqu'à devenir adulte, quoi. En tout cas, imparable, où que tu sois, que ça monte, qu'il tombe de la merde ou quoi que ce soit, c'est obligé de fonctionner. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'écris mes spectacles. C'est la deuxième partie de l'écriture, c'est tout ce que je vais inventer, grâce au public, et tout ce que je vais retirer, sans pitié, que je trouve moins bien. Je ne veux rien de moins bien, je veux que des choses qui fonctionnent et qui s'empilent les unes avec les autres pour faire passer la meilleure soirée possible à mon public. Ça fait un beau champ de blé, comme vous aimez à le définir. C'est-à-dire ce public qui se gousse comme ça, évidemment, comme ça, avec les rires, il n'y a rien de plus que ça quand même. Ça veut dire que quelque part, ces représentations ici à Toulouse sont encore plus exceptionnelles que d'habitude. Même si le spectacle vivant est déjà vivant, chaque soir est un autre soir, ça veut dire que venir vous voir... Et surtout au début, là, je suis au tout début, donc c'est une merveille parce que tout fonctionne et donc j'ai l'impression que je tiens un trésor tu vois, dans ma main et c'est très joyeux. Vous regardez un petit peu dans le rétroviseur de temps en temps, un petit peu, à l'amorce d'un nouveau spectacle, comme ça, jeter un petit coup d'œil derrière soi en se disant il y a 30 ans de carrière m'observe et je remets encore le métier sur l'ouvrage ou sur les planches. Oui, et puis en plus avec le même trac, tu vois, les mêmes appréhensions, ça c'est complètement fou, tu vois, les gens me disent mais attends, t'as peur de quoi, il va t'arriver quoi, tu rentres sur scène, les gens ils se fendent la gueule et tout, non, c'est seulement une fois que le travail est fait, je crois que ça vaut pour toutes les professions d'ailleurs, quand le travail il est bien fait, on ne voit plus le travail. C'est pour ça que les gens de loin me disent « Ouais, mais toi, tu as une facilité, aucune, zéro. Tu te pointes et quand le travail est bien fait, bien, on l'oublie. Tant que tu vois encore le papier, pas les murs, le scotch, c'est pas bon, il faut... Et quand on ne sent plus aucun effort, à ce moment-là, on a juste à se concentrer sur l'idée d'être de la meilleure humeur possible et d'envoyer son cœur dans le cœur des gens. Parce qu'après, une fois que tout est en place, tous les mots, tous les pas, et que tout fonctionne, il reste presque la chose la plus importante, c'est de se préparer pour envoyer de l'amour aux gens.
Moi, je peux insulter des gens et ils ne reçoivent pas l'insulte parce qu'elle est envoyée avec mon cœur. Hein, si je traite une femme de salope, par exemple, c'est très bien, c'est gentil, qu'elle se fera baiser quand même. La facilité demande toujours beaucoup de travail. D'ailleurs, en parlant de travail, peut-être sommes-nous tous ici un peu curieux de se demander comment ça travaille un humoriste. Comment on fait pour lire une blague, une vanne. J'ai ouï dire que vous aviez même un carnet de blagues sur lesquelles vous notiez des histoires drôles qui vous reviennent. Oui, ben, pareil pour les blagues, c'est la qualité du raconteur qui compte, quoi. Je vais sortir d'ailleurs à la fin de l'année 1 kilo de blagues. Hein. Oui, c'est comme un kilogramme, tu vois, en fonte. Hein. Tu l'ouvres comme ça et il y a 200 blagues dedans qui ont la taille d'un téléphone, donc ils se mettent dans la poche facilement pour emmener chez les copains. Par exemple, si vous pouviez l'acheter, hein, ne serait-ce que pour des raisons financières, évidemment. On aurait le droit d'avoir quelques grammes maintenant ou pas de ce kilo de blagues, d'avoir quelques grammes de ces blagues maintenant. On y aurait le droit un petit peu, quoi. Je sais pas, impossible. Je sais pas, donne-moi un thème. On va dire les femmes, tenez. Tenez, Jean-Marie, les femmes, puisqu'on en parle des femmes. Est-ce que vous en avez une petite sur les femmes? Les femmes, oui, je sais pas, quelle différence il y a, par exemple, entre une femme et une tornade? Hein, et là, il n'y en a pas, parce que quand elles arrivent, elles sont toutes les deux chaudes et humides, et quand elles repartent, elles t'embarquent ta bagnole et ta baraque. Pareil, la différence entre une femme et une piscine, il n'y en a pas par rapport au temps qu'on passe dedans, c'est beaucoup trop cher. Ouais, d'accord. Et voilà, quoi. Toulouse, cette ville, vous la connaissez, parce qu'on est Toulousain ici, vous venez jouer sur les planches des Chevaliers du Fiel, c'est pas la première fois que vous venez à Toulouse, hein, je pense. Non, bien sûr, je disais tout à l'heure, tiens, à France Bleu, je connais bien cette ville et j'ai beaucoup d'amis ici. Le seul problème, c'est que chaque fois que j'ai un pote qui vient ici, pour le boulot, pour le sport, ou une mutation quelconque, il ne revient jamais, tu vois. Je le perds définitivement. Et 6 mois après, il a l'accent, mieux que le Toulousain 100%, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'en veux à Toulouse de me piquer tous mes amis. Retour à l'humour purement, stricto sensu. Vous avez fait aussi pas mal de théâtre aussi, Jean-Marie, des petites escapades qui nourrissent aussi votre expérience d'humoriste. Ah, bien sûr, j'ai fait un bourgeois gentilhomme magnifique, salué par la Comédie Française. C'était absolument génial. Souris, on a une photo. Et donc c'était super joyeux parce que là c'était un sacré challenge aussi. C'était comme de faire le Stade de France, tu vois, apprendre les 635 lignes de monsieur Jean-Baptiste Poquelin, une prose absolument inapprenable avec Marivaux, c'est vraiment un sacré exercice, et ça a été une merveilleuse aventure, 23 comédiens sur scène, 83 costumes de Pascal Bordet. Enfin, personne ne fait un truc comme ça. Il n'y a que la Comédie Française qui fait ça, qui peut mettre autant de fric là-dedans, tu vois. Et donc, en réalité, je me suis dit, bah, bon sang, j'ai l'impression que tu t'es acheté ta carte de comédien de théâtre en jouant une pièce qui raconte l'histoire d'un mec qui s'achète sa carte de ce bourgeois qui voudrait bien être un noble, quoi. Donc j'ai fait la même chose. Et voilà, il y a une phrase d'ailleurs dans le bourgeois gentilhomme, qui s'était mis en scène par Alain Sachs, d'une façon très moderne, mais à la virgule, hein, avec les musiques de Lully à la note aussi, avec des petits jeunes qui dansaient du hip-hop dessus. Et dans le bourgeois gentilhomme, à la Comédie Française, ils appellent le compliment à la comtesse, est une phrase qui fait 8 lignes. Si ça vous amuse d'aller la regarder, et on l'appelle 8 lignes, 8 jours. D'accord. C'est-à-dire impossible, avant 8 jours, en s'y mettant 24 heures sur 24, d'être sûr et certain de la ressortir au moment 10 sans faire une erreur. Je saurais même plus de la redire, c'est une phrase complètement folle. Madame se met une gloire bien grande de me voir assez fortuné que d'avoir le bonheur de 8 lignes comme ça. Inapprenable, c'est un exercice fantastique. Alors, un autre exercice de style, la parole est à vous dans la salle. Si vous avez quelques questions à poser à Jean-Marie, très bien. Question de journaliste. Monsieur, je vous en prie. Attention. Le micro peut-être. Ah, attends, je vais le donner. Bien, voilà. Parce que là, si tu comptes sur lui, t'en reviens. Merci Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. D'abord, félicitations pour avoir rempli le Stade de France. Je tiens à te dire ça parce que vraiment c'est une performance incroyable. J'ai vu le spectacle plusieurs fois. Génial. Merci. On est en septembre, comme tu l'as remarqué.
On est le 11 septembre, comme tu l'as remarqué. Oui. Est-ce que tu as changé d'avis par rapport à... Quand est-ce que c'est quand Est-ce que tu as Non, changé je vais d'avis? répondre. Oui, vas-y. Voilà, je vais répondre à ta question. Alors voilà, à ce propos, voilà ce que j'aurais dû répondre. J'aurais dû faire à l'époque comme a dit Marion Cotillard, notre scarisée. J'aurais dû tout de suite dire comme elle, mais il ne faut pas que je me mêle de ça, c'est pas mon métier. J'aurais dû dire ça et puis ça se serait arrêté là comme pour elle. D'accord. C'est ma réponse. Ok, merci. Donc tu sais, Une autre question à la con. Oui, excusez-moi, une question là. Vas-y. Bonjour Jean-Marie Bicard. Bonjour. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec votre costume? Non, je ne suis pas venu avec mon costume, parce que d'abord, toi, je ne veux pas déflorer le truc, bien sûr, ni me balader. C'est la grande question que je me pose. Je vais faire Drucker, évidemment, bientôt, toutes les grosses émissions. Est-ce que je vais montrer mon costume? Je me pose moi-même la question, ou est-ce que je réserve ce costume pour les gens qui viennent dans la salle voir un spectacle vivant? Je me pose encore la question. J'aurais très bien pu le faire, c'est un petit exercice quand même, hein. Il faut quand même l'enfiler, et puis voilà, et après il faut marcher avec des talons, quel cauchemar, je plains toutes les femmes. J'ai pris des talons pas très hauts, et avec un joli petit carré en dessous, parce que j'ai essayé les escarpins en 46 en talons aiguilles, je me demande encore comment font les femmes pour marcher là-dessus, quoi. En fait, tu n'es pas appuyé du tout sur le talon, tu es sur la pointe des pieds, quoi. Tu es sur la pointe des pieds, puis derrière, il y a des talons, quoi. c'est les mollets. Ah oui, c'est fou, encore bravo, hein, les femmes. D'autres questions peut-être, monsieur? Ouais, si tu pouvais te déplacer un coup de temps en temps. Vous voulez parler fort, il n'y a pas de Vas-y. Voilà, c'est une question quand vous étiez chez Philippe Bouvard pour la classe, est-ce que c'est bien vrai que Philippe Bouvard ne voulait pas vous engager parce que vous étiez vulgaire? Oui, non, c'était pire que ça. Non, encore vulgaire, ça, je m'en serais remis. Non, Philippe Bouvard, j'arrivais à l'époque, je crois que pendant à peu près 6 mois, Philippe Bouvard était au pavillon Gabriel, et il arrivait assez tôt le matin, hein, vers 8-9 heures, il traversait le hall, hein, et puis après il retraversait entre 11h et midi. C'était les 2 seuls endroits où je venais lui dire, je lui parlais donc, pendant qu'il marchait, Monsieur Bouvard, j'ai une idée de machin, il me disait non, ou alors sinon de non, ou alors de non, tu vois. Donc je continuais à gratter, assis sur les marches du couloir, trouver d'autres idées, et il repassait. Je dis attention, le voilà, il repassait à 11h, et sinon j'ai non, non, non. Voilà. Ça a duré 6 mois. Et puis un jour, il a quand même il a pris un sketch, j'avais écrit avec Tex, qui était troyen comme moi. Et là, ils ont craqué sur ce spectacle, sur ce sketch, je veux dire, c'était sur les voitures qui parlent, tu vois, il y a très longtemps. Et donc, au dernier moment, moi, je préviens mes frères et sœurs et tout, la famille que j'ai, tous les amis et tout, et je leur dis, ça y est, les gars, je passe à la télé, c'est ça. Et au moment de l'enregistrement, j'étais donc assis ailleurs, comme ça, et Tex faisait le conducteur de la voiture. Et au dernier moment, il dit non, mais lui, il est dans le moteur, lui, on le voit pas, mettez-lui une couverture. Il m'a mis une couverture, elle m'a pas vu une seconde. Pas une seconde. Donc, tu vois, la frustration. Et après ce truc, donc, il m'avait pris une fois, tu vois, et puis j'écrivais des sketchs pour les autres, toute la bande des vieux, de la vieille qui étaient là-dedans, qui étaient tous vachement bien vus. Et j'écrivais des sketchs, c'était des très bons sketchs, pas pour me vanter, mais je disais j'étais devenu l'auteur du truc, et pour gagner un peu de sous, il fallait quand même que je sois dans le sketch, parce que quand on était dans le sketch, ça multipliait par 5 ton cachet, quoi. C'était 1000 francs, je crois, à l'époque, en francs, tu vois. Mais 1000 francs, moi, je vivais 3 semaines avec 1000 francs, tu vois. Et donc, j'apparaissais dans les sketchs que j'avais écrits, j'apparaissais, je faisais salut, tu vois, et puis hop, je ressortais, tu vois. Parce qu'il n'aimait pas ma gueule, il ne pouvait pas me saquer, quoi. Et au bout d'une dizaine de petits trucs comme ça, il y a un moment, il a dit aux autres, il dit, mais pourquoi vous travaillez avec le nouveau, là, je l'aime pas, là,
il est pas bien. Elle disait, si, parce que c'est lui qui écrit les sketchs, donc sous ça on le laisse dire un mot, tu vois, pour enculer qu'il était. Et à un moment, il m'attrape, je sentais cette épée de Damoclès sur la tête, et amicalement, il m'a pris par l'épaule, comme ça, il m'a dit, vous êtes un bon auteur, c'est bien, il faut continuer à écrire, mais n'essayez pas de jouer, parce que vous avez remarqué, quand vous parlez, ça retombe l'ambiance. Donc je suis allé m'ouvrir les veines dans le troquet d'en face, et c'est voilà exactement ce qui s'est passé avec Philippe Bouvard. Et comme la fin est très heureuse, je vais quand même vous la raconter, c'est que je retourne au point virgule, donc cette toute petite salle qui m'a aidé à exister. J'ai joué pendant 4 ans dans cette salle minuscule, 3 fois plus petite que celle-là. Et je suis d'ailleurs très content d'avoir toujours le record d'entrée, c'est-à-dire j'ai mis 194 personnes dans cette salle, qui n'en contient que 120, tu vois, ça devait être des petits, sûrement, les avait mis l'un sur l'autre et tout. Vous avez talqué pour que ça glisse mieux et tout. Et donc je retourne au point virgule et Philippe Bouvard, un jour, il est invité par sa bande là, de mecs, il dit tiens, il faut que tu viennes voir Jean-Marie Bigard. Il n'a absolument aucun souvenir de moi, évidemment, j'avais les cheveux Serge Lama à l'époque, et il vient au point virgule, c'était plein à craquer. Et il ressort, il dit ce mec il est extraordinaire, ça va être un très très grand comique. Et alors ils lui disent mais si tu l'as acheté comme une merde quand même il y a 3 ans, et il n'en revenait pas. Et après il a dit carrément à la télé, un jour dans une émission, c'était très émouvant parce que je ne sais plus qui lui dit est-ce que vous avez un regret de votre carrière? Et il a tout simplement dit mon grand regret c'est d'avoir loupé Jean-Marie Bigard qui est maintenant de loin mon humoriste préféré. Donc ça finit bien. On va vous remercier Jean-Marie, on va vous laisser merci avec vos occupations repartir parce que le programme est très chargé. Jean-Marie qui ne pourra pas rester davantage parce que le programme est très chargé. Merci de vous être avec nous. Repartir. Une fois encore, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Jean-Marie Bigard qui est ici avec moi Toulouse à la comédie de Toulouse ce soir et demain soir à 20h30. C'est le mec, il est dans une grande surface. Mais non, ça fait un drôle de bruit. Non? Hein? T'as cru que j'avais pété, hein, toi aussi, t'as vu? Hein? Non, il y a une grande surface avec son caddie. Bien puis, il y a une dame qui lui tape sur l'épaule. Monsieur, il se retourne, et droit dans les yeux, il lui dit monsieur, vous savez que j'ai un enfant à vous? Oh! Il dit pardon? Ah non, mais je vous demande rien, il est très gentil. Et puis, qu'est-ce qui vous ressemble? Je dis, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Un enfant à moi, mais elle dit, je n'ai jamais trompé ma femme, hein, sauf un jour, dans une partouze immonde. Il dit, c'est pas vous que j'ai pris sur la machine à laver, pendant qu'un pote me rentrait un concombre dans le cul. Elle dit, non, vous y êtes pas du tout. Non, que je dis, j'ai un enfant à vous, je suis sa prof d'histoire géo, c'est tout. La pute qui dit à l'autre, tu as demandé quoi au Père Noël cette année? Elle dit 30 €, comme tout le monde. Ah, c'est le mec qui dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais que tu jouis? Et sa femme a dit, bah, tu m'as interdit de t'appeler au bureau.